OK. Voilà. Nous sommes en ligne, je pense. Je vérifie. Nous sommes en live sur Facebook. Donc déjà, je voulais dire un grand merci à Cindy d'être présente sur cette interview pour nous parler de la formation Rocchio Pepito et des réflexes archaïques. Il faut savoir que je suis tombée par hasard sur sa formation. Je coupe un peu la caméra, désolée, elle saute, mais vous m'entendez quand même parler. Je suis tombée par hasard sur cette formation parce que je cherchais comment aider mon fils qui aurait une suspicion de dyspraxie. Et en fait, je voulais aller dans les chemins non traditionnels, de savoir comment l'aider autrement. Et je suis tombée sur la formation d'abord de base qui était, rappelle-moi le nom, c'est pas Comment gestion. aider l'enfant stressé, le sécuriser tout en restant zen? Voilà. Et donc, j'ai suivi d'abord cette première formation de 4 heures à peu près et j'ai eu un coup de cœur. Et donc, j'ai décidé de suivre la formation entière, la formation Rocchio Pepito. Et je voulais vraiment vous faire ce cadeau à avoir cette intervention, cette interview avec Cindy, parce que c'est un cadeau de connaître les réflexes archaïques. Et voilà, je voulais vraiment que les gens apprennent ce que c'est, de quoi ça parle, comment ça fonctionne, comment arriver à les acquérir ou à les réintégrer. Et donc, voilà, je vais lui laisser la parole, se présenter, expliquer un petit peu ce que c'est. Comme on est en live sur Facebook, n'hésitez pas à poser des questions en dessous. On sera un grand plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, je lui laisse la parole. Tout d'abord, merci Julie de m'accueillir dans ta belle communauté. Ça me fait toujours un plaisir de partager cette découverte-là que moi j'ai faite personnellement en 2006. Hein, pour nommer un petit peu, moi je suis une enseignante de formation. Je suis aussi une technicienne en travail social. J'ai été formée sur les réflexes, j'ai été formée comme prof de yoga. J'ai été formée en psychothérapie corporelle, en intégration sensorielle, j'ai fait du clown, j'ai fait du mime, beaucoup dans le corps, j'ai fait du tai chi, de la gymnastique holistique. Et en 2006, l'univers, la vie m'a ouvert la porte sur les réflexes archaïques. J'explique, j'étais enseignante dans une classe où est-ce que j'avais des enfants, que la plupart des ressortissants étrangers puis des réfugiés politiques. Donc, des enfants qui arrivaient avec un pays relié à une situation où est-ce qu'ils les avaient mis soit en danger ou qui avaient dû quitter leur pays pour retrouver un refuge ici au Canada. Donc, oui, des enfants avec de l'agitation, des enfants qui, des fois, ont de la difficulté à se contrôler, s'opposent, des enfants. Et en plus, avec ce vécu-là relié à un pays où est-ce que leur sécurité est en danger, ben, quand la cloche sonnait à l'école, mais j'avais des enfants qui figeaient, j'avais des enfants qui voulaient se cacher sur les bancs d'école et j'avais des enfants qui criaient puis qui voulaient se sauver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces enfants-là ne peuvent pas rester calmes quand la cloche sonne et moi, j'y arrive? Alors, je me suis questionnée, ça m'a amené à me questionner sur la sécurité intérieure. Et une professeure à l'école qui m'a dit, c'est une formation sur les réflexes qui existe. J'ai fait cette formation-là, c'était très protocolaire, très technique. Alors, je l'ai pris, puis comme j'enseignais l'art dramatique depuis des années, ben, je l'ai jazzé, je l'ai mis dans des jeux, dans des histoires, et j'ai vu des résultats extraordinaires chez les enfants. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que petit à petit, ben, j'ai mis des choses en place. J'ai vu des résultats sur l'attention, sur des enfants qui avaient de la difficulté à garder leur place dans le rang, qui s'agitaient. Je les ai vus tout de suite calmes. J'ai vu des enfants qui avaient plus de facilité à gérer l'anxiété, des enfants où est-ce qu'on a baissé l'intensité des crises, des enfants qui étaient hypersensibles, à fleur de peau, qui réagissaient pour un tout ou un rien. On a vu qu'on arrivait justement à calmer cette intensité émotionnelle-là avec justement des techniques qui venaient travailler sur l'intégration des réflexes que je vais parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé suite à ça? Ben, moi, j'étais vraiment comme inspirée là-dedans et j'ai eu des professionnels qui sont venus sur ma route
parce que je parlais de sécurité intérieure, parce qu'on entend beaucoup parler de confiance en soi. Et là, sécurité intérieure, les gens avaient la puce à l'oreille, mais Cindy, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'expliquais le projet que j'étais en train de créer. Et j'ai une neuropsychologue qui m'a dit, ouais, mais moi, je veux travailler avec toi, je veux t'aider. Et j'ai eu 2 ergothérapeutes qui sont venus. Moi aussi, je veux t'aider, je veux travailler avec toi, je veux valider ton programme, je veux t'aider à l'enrichir. Une orthophoniste aussi s'est ajoutée au programme, une orthopédagogue. Ensuite, j'ai eu une enseignante en soutien, émotif, donc adaptation scolaire, si on préfère. Deux éducatrices en petite enfance, une éducatrice spécialisée. Tout ce comité-là multidisciplinaire pour créer cette approche-là qui est devenue Rocchio Pepito, la sécurité intérieure, qu'on va parler un petit peu plus ensemble. Fait que Julie, ça fait comme un petit peu le portrait, un petit peu pour situer qui je suis. Je te remercie vraiment. Et donc, elle nous a préparé des petits slides pour nous expliquer un petit peu de quoi parle la formation. Et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des bonus et il y a même un cadeau. Donc, voilà, je te laisse nous présenter tes slides. OK, juste un instant. On va faire ça aussi de manière interactive. Oui, Moi, je suis là aussi, bon, pour présenter c'est quoi les réflexes, mais davantage pour répondre aussi aux questions des parents, des intervenants qui nous écoutent en ce moment. Fait que tout au long de la présentation, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre et Julie va me les dire, puis on va répondre comme ça dans l'interaction, dans le live. Parce que oui, c'est pas une présentation qu'on va écouter comme ça, assis à son bureau, mais non! C'est vraiment comme une présentation où est-ce que j'invite les gens à interagir. Puis vous avez l'occasion que je sois en direct avec vous, donc profitez-en. Alors, je commence cette belle présentation-là. C'est comme une mini-conférence, une mini-formation qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui se cache derrière l'opposition, l'anxiété et les défis d'apprentissage. Puis on va voir une pièce manquante du puzzle qu'on appelle les réflexes archaïques. Et moi, ma grande intention d'offrir cette conférence-là, c'est que pour que tous les parents, les intervenants puissent comprendre que l'enfant, quand il vit des difficultés, c'est souvent dû à un manque de maturité. On va le voir ensemble tout à l'heure. Puis je souhaite de tout mon cœur, vraiment, pour tous ces enfants qui expriment maladroitement leurs besoins par leur comportement, que ce soit dans de l'agitation, dans de l'anxiété, dans de l'opposition, de comprendre qu'il réagit de manière involontaire. Il ne fait pas exprès. Il est dans des réactions réflexes qu'il ne contrôle pas. Puis on va voir aussi que derrière ces comportements-là, bien souvent, dans la majorité des cas, ces comportements-là expriment des besoins de sécurité qui sont non répondus. Je ne sais pas si ça fait du sens, Julie, pour jusqu'à maintenant. ben, j'ai mis une phrase que tu as donnée dans la première formation, la petite formation. C'était le comportement est une conséquence et pas une cause. Et c'est vraiment la phrase qui m'a le plus marquée dans cette formation, qui m'a vraiment attirée à faire ça. Parce que souvent, on dit, on met en avant le comportement alors que finalement, c'est une conséquence. Et c'est pas fait exprès finalement qu'il y a certains comportements qui sont là. Donc voilà, je trouve que c'est une belle phrase pour débuter aussi l'explicatif de cette formation. Tout à fait. Bon, on va le voir, tu vois. On va voir, c'est le deuxième point. Le comportement n'est pas la cause, mais bien la conséquence. On va voir aussi les réflexes, leurs conséquences sur le développement affectif, le développement émotionnel, le développement scolaire. Puis on va voir aussi que chez les enfants, comment on peut repérer? Hein, parce qu'on va voir aujourd'hui les 2 réflexes impliqués sur les relations, les réactions émotionnelles de l'agitation, de l'anxiété, de l'opposition, des crises de l'hypersensibilité. Puis on va voir les 2 réflexes qui sont en cause, puis on va voir aussi qu'il y a 2 modes de réponse, il y a 2 façons de réagir que l'enfant va avoir. Il y a aussi 2 façons différentes d'intervenir. Avec un type d'enfant et un autre type d'enfant, ça va être différent en lien avec les réflexes qu'on a besoin de travailler. Peut-être que c'est du chinois en ce moment. C'est OK, on va tout éclaircir ça ensemble. C'est très vulgarisé. C'est d'ailleurs un de mes côtés assez forts, la vulgarisation, et le côté dynamique. Alors, c'est parti pour la grande aventure. À la toute fin, je vais vous présenter mon beau Rocchio Pepito qui charme le cœur des enfants, qui connecte avec leur monde imaginaire, qui permet d'atténuer les réactions émotionnelles
chez l'enfant tout en stimulant l'intégration des réflexes. Donc, on va le voir tout à l'heure. À la fin, un petit bonus sur la sécurité intérieure pour vous permettre d'aller voir c'est quoi les premiers signes d'insécurité chez l'enfant, d'aller saisir ce qui est à l'origine de ces réactions-là, réactions d'opposition, d'anxiété, d'évitement et d'hypersensibilité, puis de voir là, que derrière ces comportements-là, il y a des besoins non répondus. Et avec ce test-là, on va être capable d'aller prendre la température intérieure de ce que vit l'enfant. Et un deuxième bonus, restez jusqu'à la fin, parce que je vous présente un coup de cœur, un exercice pour désamorcer les crises, l'opposition, qui permet aussi d'adoucir l'hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle. Sensorielle reliée, par exemple, à un son trop fort que l'enfant pourrait entendre, une stimulation physique, ou ça peut être aussi une lumière trop forte. Donc, on va voir cet exercice-là qui est très, très simple, très, très concret, autant applicable pour le scolaire, en petite enfance, en groupe ou en individuel. On va voir ça. Restez jusqu'à la fin. Alors, Julie, elle nous l'a dit, tu nous l'as dit tout à l'heure, Julie, hein? Le comportement, c'est beaucoup plus, c'est pas une cause, mais c'est une conséquence. Fait que souvent, on intervient sur le comportement, parce que oui, si on se dit les vraies affaires en tant que parent, en tant qu'intervenant, bien, quand l'enfant est en crise ou s'oppose, bien, il y a une agitation à l'intérieur de nous, ça vient aussi nous chercher. Fait qu'on intervient sur le comportement parce que c'est ça qu'on a appris, puis on veut que le comportement cesse. Oui, le comportement va cesser, bien souvent parce qu'on a des bonnes stratégies d'intervention, mais il reste que l'état intérieur qui a causé ce comportement-là va rester. C'est comme si, quand on intervient sur le comportement, c'est comme si on utilisait des stratégies, parfait, pour atténuer ce qui se passe dans le moment. Mais par la suite, c'est intéressant et voire essentiel d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du comportement. Ce que j'aime dire, qu'est-ce qu'il y a sous le comportement. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le comportement, ce n'est pas une cause, mais c'est une conséquence. Puis, il y a aussi un psychologue qui est super intéressant qui s'appelle Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, qui nous explique que chaque comportement est une tentative de répondre à un besoin. Et plus le comportement est criant, plus le besoin derrière est aussi criant. Là, ce qui était intéressant de savoir, avec les dernières avancées sur les neurosciences, les dernières découvertes, c'est qu'on est capable de faire des liens entre les stades psychomoteurs et les difficultés que vit l'enfant. Difficultés que ce soit au niveau relationnel, des difficultés motrices, que ce soit au niveau émotionnel, scolaire, dans tous les axes du développement. Et ces liens-là, on les fait lorsqu'on regarde, lorsqu'on retourne dans les stades de développement critique de la petite enfance, qui s'appellent les réflexes archaïques, qu'on va parler davantage aujourd'hui, mais je voulais juste mettre un petit peu le ton tout de suite avant qu'on puisse continuer dans la présentation. Jusqu'à maintenant, savoir les gens qui nous écoutent, les parents, les intervenants, est-ce que ça fait du sens? Juste nous écrire dans le chat, vous êtes concernés par quel défi chez l'enfant? Plus l'opposition, plus l'agitation, plus l'anxiété, les crises de colère? Juste nous écrire parce que moi, ça me permet aussi d'ajuster la présentation puis de répondre à ce que vous vivez pour être capable de vous donner le plus d'outils possible et que cette présentation soit la plus éclaircissante possible. Alors, pendant que nos participants sont en train de documenter le chat, me revoici. Alors, on a dit, le comportement, ce n'est pas la cause, la conséquence, et pour le comprendre très, très bien, j'aime beaucoup utiliser la métaphore de l'iceberg que la plupart des gens connaissent, mais on va le regarder justement sous un angle aujourd'hui. Alors oui, on a le réflexe d'intervenir sur le comportement, ce qu'on va appeler, on est en mode gestion des comportements. On intervient sur ce qu'on voit, parce que c'est la pointe de l'iceberg, sur ce qui nous dérange. On intervient sur le comportement parce que, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on veut qu'il cesse. Parce qu'on voit que l'enfant, il est en défi,
puis il est en train de souffrir dans ce comportement-là, il n'est pas à l'aise. Et nous, en tant qu'intervenants, on veut le sécuriser, on veut l'apaiser. Mais le comportement, ce n'est pas le problème. C'est un signal d'alarme. C'est un langage émotif que l'enfant utilise pour attirer notre attention, pour dire « Hey, oh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi », pour appeler au secours, pour signaler qu'il y a des besoins de sécurité qui sont non comblés. Alors, juste en dessous, c'est dans la partie invisible. Et justement, ce contenant de sécurité-là, lorsque l'enfant vit des difficultés, c'est qu'il est trop petit. Il est trop petit pour gérer la situation dans laquelle il est. Donc, l'enfant se sent déstabilisé, stressé, il va s'agiter. Tout ça, c'est pour appeler à l'aide, de faire des demandes de soutien. Parce que lui, là, il ne sait pas comment gérer cet inconfort-là intérieur. Puis, il ne sait pas comment gérer la situation. Fait qu'il va chercher l'adulte qui a plus d'expérience, puis l'adulte qui a des outils pour venir l'aider. Il perd son état de stabilité, puis qu'est-ce qui se passe? Bien, ses réflexes se déclenchent. Ces réflexes, ce sont des réactions dont il n'a pas le contrôle. C'est pour ça qu'on appelle ça des réflexes archaïques. Fait qu'il va crier, il va pleurer, il va s'opposer, il peut faire une crise, il va répéter le même mécanisme qu'il faisait lorsqu'il était bébé pour appeler au secours. J'explique. Un bébé, quand il vient au monde, il est dans le ventre de maman, il est tranquille, il est confortable, c'est chaud, c'est bienveillant. Et quand il vient au monde, il est devant toutes sortes de stimulations qu'il n'a jamais connues. La lumière est forte, il y a du son, il y a des bruits, on entend le battement de cœur de maman, pip, 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 une machine qui signale que oui, tout va bien, le battement de cœur de maman, il fonctionne bien, bébé est en sécurité. Et il y a aussi toute cette température-là extérieure qui est très froide. Et là, il se retrouve son corps comme dans la gravité parce que le poids de sa tête, et ce sont toutes des situations qui le plongent dans l'insécurité. Aussitôt qu'un bébé reçoit une stimulation sensorielle qu'il ne connaît pas, le réflexe de Moreau va se déclencher. Il y a ouverture des bras, ouverture du thorax et bébé va crier, va pleurer. Le corps est comme un peu en banane pour demander de l'aide. Alors là, maman va le prendre dans ses bras et là, maman, elle est calme. Donc, le battement de cœur de maman est très doux. Alors, il va y avoir une synchronisation du battement de cœur. Maman, sa respiration est apaisée. Fait que, tranquillement, les neurones miroirs vont se connecter. Bébé va s'apaiser. Au fur et à mesure que le bébé va recevoir ce contact-là bienveillant lorsqu'il va avoir demandé à l'aide, tranquillement, ce réflexe-là de crier, de pleurer lorsqu'il y a une insécurité va s'apaiser doucement. Et au fur et à mesure que ce réflexe-là va s'apaiser, tranquillement, le réflexe de Moreau va s'intégrer. Pour faire en sorte que plus tard dans la vie, lorsque cet enfant-là est devant une situation inconnue qui le déstabilise, il doute de lui-même, il doute de ses capacités, il arrive à la garderie, on a changé le coin de jouet, il perd ses repères, il arrive dans la classe, il voit que c'est une nouvelle enseignante aujourd'hui, c'est une suppléante. Il perd aussi ses repères, il peut s'opposer, il peut avoir différentes manifestations, différents comportements. C'est pour faire en sorte que lorsque ce réflexe-là est bien intégré, toutes ces façons-là de réagir s'apaisent. Et l'enfant est capable d'aller chercher les ressources à l'intérieur de lui pour traverser ces situations-là nouvelles qui le déstabilisaient. Alors, ça fait une petite intro sur... J'allais juste dire en fait que moi, ce qui m'a énormément parlé dans la formation, donc tu as les deux réflexes principaux dont tu as parlé, réflexe paralysie par la peur et réflexe de Moreau. Et en fait, je me suis énormément reconnue dans le réflexe de Moreau parce que je pense que tu avais dit c'est des gens qui contrôlent tout aussi, qui ont besoin de vraiment tout contrôler. Peut-être aussi, comme tu dis, le réflexe quand on est bébé, enfin, de se sentir en sécurité et tout ça. Est-ce que tu pourrais juste donner, si c'est possible, des petites caractéristiques, par exemple, du réflexe de Moreau et du réflexe de paralysie par la peur pour un petit peu que les gens se reconnaissent dans l'une ou l'autre description, si c'est Oui, possible. oui.
Ben oui, bien sûr, Julie, bien sûr. Je vais juste partager à l'écran. Voilà. Alors, j'aime bien, quand je parle du réflexe de Moreau, pour que ce soit clair, j'aime bien parler de l'analogie de l'aquarium. Hein? Puis le réflexe de Moreau est symbolisé par l'éponge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, son éponge, elle est pleine. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour absorber autre chose, autres informations. Fait qu'est-ce qu'il fait, cet enfant-là? Bien, souvent, il va choisir soit il est dans un mode de combattre ou de fuir, soit qu'il va s'opposer pour aller chercher le contrôle, aller chercher cette sensation-là de reprendre du pouvoir. C'est pas que ces enfants-là veulent contrôler. D'entrée de jeu, ils veulent pas nous manipuler non plus. Ce sont des réactions qui sont stimulées de manière automatique. Cet enfant-là, son niveau de sécurité intérieure est tellement petit que la façon qu'il a trouvée pour ne pas être dans l'insécurité et se désorganiser, c'est en contrôlant, c'est en prévoyant ce qui va arriver. Donc oui, on a un profil d'enfant plus rigide, plus dans le contrôle, des enfants qui veulent être le premier dans le rang, des enfants qui veulent que ça marche à leur façon, des enfants qui vont établir les règles, des enfants puis on les voit aussi, ces enfants-là, quand ça ne fonctionne pas comme ils veulent ou quand on change, on a des changements de plan de dernière minute, les parents changent les activités à la dernière minute, ou il y a un changement d'horaire, ou par exemple, il n'y a pas de récréation aujourd'hui parce qu'il pleut. Ces enfants-là, ça ne fait pas leur affaire parce qu'ils ont de la difficulté à gérer l'inconnu. Ce qu'ils vont faire dans ces cas-là, ils vont s'opposer, ils vont s'agiter. C'est le réflexe de Moreau qui se déclenche pour donner le signal à l'adulte en ce moment, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'adapter. J'appelle, j'ai ces réflexes-là d'appel à l'aide que j'avais lorsque j'étais enfant, que j'ai été sécurisée. Fait que c'est des appels de sécurité intérieure. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, Julie, dans le réflexe de Moreau? On voit de l'hypersensibilité. Des enfants que le monde émotionnel prend trop de place, qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Hein, des enfants à fleur de peau. Des enfants on dirait qu'il faut mettre des gants blancs pour leur parler. On marche sur des œufs. On ne sait pas trop. Des enfants aussi on essaie de tout organiser l'horaire autour pour prévenir la crise parce qu'on sait qu'ils peuvent sauter d'un coup. Hein? C'est vraiment les principales caractéristiques qu'on va voir chez les enfants qui ont un réflexe de Moreau, qui n'a pas terminé leur développement, qui n'a pas terminé son intégration. Puis souvent, les émotions qui sont prédominantes, oui, bien sûr, l'insécurité, de l'anxiété et de la colère. Moreau, c'est un réflexe out, c'est un réflexe qui fait du bruit, on l'entend, il y a de l'agitation, il y a de la désorganisation, il y a des crises, ça bouge, Moreau. C'est plus facile à identifier chez un enfant, le réflexe de Moreau, parce que c'est souvent ces comportements-là qu'on est habitué d'intervenir, puis qui viennent nous chercher. Le deuxième réflexe qui est en lien avec la sécurité intérieure, qui est moins évident, qui est plus discret, qui passe souvent bien inaperçu, c'est le réflexe de paralysie par la peur. Toi, est-ce que tu le connaissais, ce réflexe-là, Julie? Oui, oui, désolée, ça bloque encore. En fait, ce qui était marrant, parce qu'on est 4 à la maison et c'était comique finalement en faisant la formation et en ayant les caractéristiques et tout ça, de se rendre compte que finalement on est entouré ou par des gens qui n'ont pas, totalement réintégré le réflexe de Moreau ou pas complètement, paralysés par la peur et si je me rappelle bien, c'est plus dans figé. C'est des personnes qui se figent plus facilement et peut-être plus timides, peur du changement. Ça correspond beaucoup plus à mon mari. Oui, effectivement, parce que il y a comme deux profils. Quand on a pas assez de sécurité à l'intérieur de soi, quand cette fondation-là est pas assez solide, est pas assez stable, que devant un changement, devant une situation imprévue, il y a deux modes. Le premier mode, on pogne les nerfs. On pogne les nerfs, on s'agite, on se pose, on est dans du réflexe de Moreau. C'est les caractéristiques. Ou l'autre côté, quand on arrive devant une situation qui nous déstabilise, on ne sait pas quoi faire, on fige, on n'intervient pas. Mais ça, on est beaucoup dans une manifestation d'un réflexe de paralysie par la peur.
Et je vais vraiment prendre le temps de bien éclairer aussi les comportements en lien avec ce réflexe-là parce qu'il est souvent passé sous silence. Et ces enfants-là vivent bien souvent une souffrance silencieuse qui est plus difficile à repérer et qui est aussi importante pour intervenir que le réflexe de Moreau. Alors, je vais partager mon écran. Là, ça va peut-être être un petit peu en désordre. OK. Alors, le voici. Le réflexe de paralysie par la peur, symbolisé par une huître. Mais oui, qu'est-ce qu'elle fait, l'huître? Elle se referme sur elle-même. Elle se referme dans son monde, dans sa bulle. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle est sécurisée. Réflexe de paralysie par la peur, qu'est-ce qu'on voit comme conséquence? Des enfants qui ont de la difficulté à connecter dans le monde, à être en confiance de participer dans les activités, être en confiance de s'ouvrir et de partager leurs dons, leurs talents, de participer à des activités de groupe, par exemple. C'est cet enfant-là qu'on va voir un petit peu plus à l'écart. Cet enfant-là dans le rang, parce qu'on cherche Marguerite. Et là, Marguerite dans le rang, mais c'est comme si on ne l'avait pas vue. Comme des enfants un peu fantômes, des enfants silencieux. Et souvent, on a l'impression que ces enfants-là sont calmes et heureux parce qu'on ne les entend pas. Puis ça, on l'entend souvent de la part d'intervenants ou de parents. Ah oui, moi, mon enfant, on ne l'entend pas. Ou tel enfant de mon groupe, on ne l'entend pas, c'est un ange. Possible que ce soit un enfant qui a un tempérament plus calme. C'est très, très possible. Et en même temps, moi, quand j'entends ça, j'ai une puce à l'oreille. On va aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur de cet enfant-là qui est inhibé, qui fait en sorte qu'il ne peut pas s'exprimer. Et là, on aurait derrière ça, justement, un réflexe de paralysie par la peur qui fait en sorte que cet enfant-là, il est figé. Il n'a pas eu assez d'expérience de mouvement, d'expérience de vie in utero, parce qu'il vient d'un milieu aquatique in utero où est-ce que probablement maman a vécu une grande situation de stress ou de détresse. Alors cet enfant-là a figé, puis il reste un petit peu plus immobile in utero. Ça fait qu'il dit, OK, s'il dit, maman n'est pas bien, maman est insécure, si moi je reste tranquille, je vais donner de la sécurité en retour à maman et après, je vais pouvoir me sentir en sécurité. Fait que c'est aussi des enfants qui ont besoin beaucoup d'approbation. Et c'est important de sécuriser l'environnement extérieur. Parce que dès que l'environnement extérieur est déstabilisé, ben, on les déstabilise, puis ils se ferment, puis ils se déconnectent. Ils viennent dans leur bulle. C'est des enfants aussi qu'on va dire comme un peu dans son monde. On a de la difficulté à les chercher à connecter. Puis oui, c'est des enfants qui, dans des situations difficiles ou inattendues, vont avoir le réflexe de figer ou de paralyser. Ne pas savoir comment se comporter. C'est un peu des enfants, comme on peut dire, qui sont un peu dans une bulle, en fait. On a l'impression Ouais, qu'ils sont un peu dans leur monde et se sont réfugiés dans leur carapace parce que le monde extérieur était trop menaçant. Voilà. Parce qu'il y a trop d'insécurité autour. C'est que c'est tellement menaçant que j'ai décidé que je me referme dans mon monde que je connais, puis que je vais m'organiser tout seul, puis ça, c'est mes repères. Puis comme ça m'empêche de me désorganiser. Fait que c'est un peu c'est ça, c'est des enfants que souvent que dans un groupe, on oublie sur le silence parce qu'ils sont dans leur bulle. Puis c'est des enfants aussi que des fois, pour être vraiment tranquilles, ils vont devenir aussi hyper performants. Ils vont avoir des super de bonnes notes, mais ils sont vraiment comme dans leur bulle. Donc, on va encore plus les oublier. L'émotion qui prédomine chez ces enfants-là, c'est souvent la panique, la peur et l'anxiété. Mais ici, une anxiété vécue vers l'intérieur. Pas une anxiété vers l'extérieur comme dans le réflexe de Moreau, mais vraiment une anxiété beaucoup plus silencieuse, insidieuse, qui va avoir des répercussions sur le long terme. Hein, ce réflexe-là, cet enfant-là est craintif. On l'a vu beaucoup dans la COVID. Hein, puis en fait, là, on est post-COVID, des enfants qui sont restés dans ce lien de méfiance-là par rapport à l'autre. La difficulté de me sentir en sécurité. Ces enfants-là qui ont de la difficulté à regarder dans les yeux, c'est des caractéristiques d'un réflexe de paralysie par la peur.
qui auraient besoin d'être réintégrés. Alors, ça fait une petite présentation de ces deux réflexes-là. Je ne sais pas si ça aiguille un petit peu plus les particularités de l'un et de l'autre. Oui, je regardais s'il y avait des questions. Actuellement, il n'y en a pas. Comme je te disais, c'est 7h30, donc souvent, vers 20h, 20h30, les gens arrivent. Ce qui se passera aussi sûrement, c'est qu'on aura peut-être des questions après le live. Donc, je n'hésiterai pas à venir te les reposer, quitte à refaire un live juste de questions-réponses. Mais voilà, ce qui est très chouette aussi, comme tu dis, c'est de donner des exemples d'enfants, parce que c'est vrai que paralysie par la peur et moraux, comme tu expliquais dans la formation, des fois, c'est dur de les, comment on dit, De les différencier. de les différencier. Et donc, le fait que tu donnes des exemples directement, ben, comme tu le sais, moi, je travaille dans une école. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait cette formation, quand je regarde un enfant, je dis, ah, à mon avis, ce réflexe n'est pas totalement acquis. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'avoir les caractéristiques, parce que finalement, tu sais peut-être plus facilement comment l'aider à réintégrer ça, quoi. Donc, voilà. Oui. Et En je fait, oui. Vas-y, Julie. Et je voulais faire une aparté dans le sens que depuis début janvier, je fais des ateliers réflexes archaïques dans l'école où je travaille. Et c'est un véritable cadeau que j'offre aux enfants, parce que voilà, de réintégrer ça, et déjà ce qui est génial dans ta formation, c'est que tu fais tout en jeu. Ben, en fait, c'est les enfants qui demandent à chaque fois quand est-ce qu'on fait l'atelier, est-ce qu'on va refaire ça. Ici, ils m'ont redemandé le spaghetti. Et ils ont renommé le tabasco, ils l'appellent le défouloir. Donc voilà, mais c'est vraiment un cadeau, parce que quand on voit à quel point ça leur fait du bien, et à quel point ben, voilà, c'est eux-mêmes qui savent ce qui leur fait du bien, vu que c'est eux qui me demandent les exercices, je leur montre et puis je leur demande lesquels ils veulent faire. Et voilà, c'est vraiment un cadeau, je trouve, à se faire et à proposer aux enfants autour de soi. Et une Ce chose qui est aussi. intéressant, excuse-moi, ce qui est Vas-y. intéressant par rapport à ça, c'est qu'on a créé cette pédagogie-là, de Rocchio Pepito, c'est une pédagogie neurosensorielle pour impliquer les sens, tous les sens, et aussi pour venir justement stimuler l'intégration de ces deux réflexes-là dans le jeu, connecter avec l'univers ludique de l'enfant, parler son langage. Et aussi, de la façon qu'on a monté la formation, il y a vraiment des étapes. Il y a vraiment des étapes de mise en place pour qu'à un moment donné, l'enfant arrive lui-même à demander les mouvements. On le guide dans un processus d'auto-responsabilisation, d'autonomie, mais lui, il ne le voit pas parce qu'il joue, il a du plaisir. Et des fois c'est avec la petite marionnette qui vient faire son petit tour, tu vois, pour les plus petits à la petite enfance. Et des fois, mais on travaille aussi avec les jeux de cartes, Oui. tu vois? Je n'ai pas encore utilisé les jeux de cartes. J'ai fait le reset, j'ai fait le spaghetti, le tabasco des fouloirs et je ne sais plus le nom. Comme si on rame, on attrape les poignets. Les poignets, voilà. Donc voilà. Et alors, une petite aparté que je voulais faire aussi, c'est que dans mon entourage, j'ai aidé quelqu'un aussi par rapport au réflexe de paralysie par la peur. En faisant une séance, cette personne s'est ouverte aussi. Donc, ce qui est chouette, et c'est ce que je voulais rajouter aussi dans cette conférence, la formation Rocchio Pepito est notée de 0 à 12 ans. Cette personne est beaucoup plus âgée que 12 ans, mais en faisant quelques exercices de réflexe, elle a vraiment eu la capacité de s'ouvrir. Et voilà, c'est un cadeau autant pour les petits-enfants que pour les grands-enfants, et ça, je voulais le rajouter, parce que ça peut être aussi intéressant pour des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants dans leur entourage. Ça peut être un cadeau pour leur enfant intérieur également. Moi, ça m'a fait un cadeau par la suite, donc voilà. Complètement, puis on a beaucoup d'intervenants. On a des éducatrices spécialisées, des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, des enseignantes, des éducatrices en crèche, des péricultrices, des sophrologues, des hypnothérapeutes qui l'ont suivi. On a dépassé le 1000 internautes qui ont suivi formation Rocchio Pepito. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous des capsules, il y a un espace commentaire. Fait que les gens me posent des questions et c'est moi qui réponds. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, la communauté a commencé à se répondre. Fait que c'est comme s'il y a la formation,
C'est comme il y a comme une sous-formation dans la formation même, parce que juste les questions, c'est tellement formateur. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et on a aussi des adultes qui l'ont choisi pour eux-mêmes. C'est ce que tu disais, oui, parce que ça travaille, parce que nous, quand l'enfant se désorganise, nous, c'est pas vrai qu'on est le calme plat. Non, non. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et notre façon de réagir est directement proportionnée au seuil, au seuil de résistance face au stress qu'on a, et aussi à la grandeur de notre propre contenant de sécurité intérieure qui renvoie à l'intégration de nos propres réflexes à nous en tant qu'adultes. Depuis 2006 que je navigue dans le monde des réflexes archaïques, je ne connais pas un adulte qui a intégré ces réflexes-là à 100%. On l'a vu de toute façon dans la COVID. Hein? On a tous eu des moments là, dans la COVID là, où est-ce qu'on a figé. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment créer du sens? On n'avait pas les ressources. On a figé. Puis on a tous eu des moments dans la COVID où est-ce qu'on était tannés, épuisés, puis qu'on était un peu en train de s'opposer. Bon, est-ce que ça peut finir? Là, c'est assez. Puis on a tous senti aussi que notre façon de réagir, d'habitude, j'avais à peu près ça de tolérance, puis ça fait comme... On a eu beaucoup moins de tolérance. Notre niveau d'adaptation, qui peut être cette grandeur-là, cette richesse-là, avec la COVID vécue sur près de 2 ans, c'est raccourci. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation de stress, de détresse sur très longtemps. Et quand on est en situation de survie, réelle survie, comme c'était le cas, on s'est tous demandé, OK, on va-tu perdre notre travail? Est-ce qu'on va mourir? C'est gros, là, c'est des grandes questions existentielles, OK? On n'avait jamais vécu ça. Donc, c'était juste de l'inconnu, partout de l'inconnu. Ça changeait, hein? Il y avait une consigne, OK. Là, on changeait la consigne, on s'ajustait. Tu sais, nos gouvernements, ils ont fait ce qu'il fallait, mais OK? Et nous, en tant que personne, ce qui est arrivé, c'est que notre réflexe de survie, nos 2 réflexes de survie, paralysie par la peur et moraux, se sont déclenchés. Et chez les enfants aussi. Ce qui fait que chez les enfants, nous, en tant qu'intervenants, on avait peut-être moins de bienveillance, moins de patience. Chez les enfants, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu chez les enfants comme, oui, de l'intensité dans les réactions émotionnelles. On a vu des enfants où il y avait des acquis, mais l'on reculait dans de la perte des acquis. Comment ça? Comment ça, il arrivait à faire ça avant? Puis là, il n'y arrive plus. Ça se passe que là, il est en groupe, puis il y a de la difficulté à jouer. Il n'est plus capable. Il était capable de jouer avec les amis à côté, puis là, c'est rendu que aussitôt qu'on la prend, la petite auto verte, là, il crie, puis il pleure, puis il se désorganise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 réflexes-là, trop déclenchés trop longtemps, réflexe de survie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça épuise le système, puis ça diminue les ressources. Ça diminue les ressources en capacité, puis ça diminue aussi les ressources en adaptation. Fait qu'on le voit, fait que ça abîme. Fait que oui, ça abîme sécurité, confiance en soi, estime de soi. Fait qu'on le voit sur toutes les sphères. Je peux montrer un petit peu, Julie, si tu veux, quand les réflexes ne sont pas bien intégrés, c'est quoi les conséquences. Oui, pas de souci. Puis on va expliquer aussi aux gens qui nous écoutent que, oui, pour les repérer, on a un petit test de sécurité que je vais vous offrir, mais OK, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas intégré que ça reste là. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réintégrer ça. On peut parce que le cerveau est plastique, on peut par des mouvements, des activités neurosensorielles qu'on a dans le programme de Rocchio Pepito, par exemple, d'aller solidifier, d'aller revisiter ces chemins-là, puis d'aller intégrer ce réflexe-là pour nourrir la sécurité intérieure, apaiser l'enfant, puis diminuer l'intensité de ces comportements-là. Toi, tu l'as mis en place, les exercices de Rocchio Pepito. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées chez des enfants? Qu'est-ce que tu as vu comme avant-après, comme différence, comme bienfait? Donc, en premier lieu, je l'ai fait chez moi avec mes enfants, donc c'est 5 et 9 ans. Et directement, quand on a fait le reset, donc le premier exercice aussi qu'on apprend dans la formation de base, ça a été un réel cadeau parce qu'ils ont eu l'idée de faire des cartes reset. Donc, comme je t'avais montré,
c'était vraiment chouette parce que donc je leur ai montré les exercices et puis je disais: «Si ça vous fait du bien, quand vous en avez besoin, vous me sortez votre carte reset». Quelle merveilleuse idée, parce que 5 à 6 fois par jour, j'avais la carte reset qui sortait. Excellent. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je l'ai fait, quelques fois dans une école où je ne suis pas restée et ici, depuis janvier, donc je fais des ateliers de 40-45 minutes et j'explique toujours le reset au tout début et c'est vrai que, voilà, ils me disent quand est-ce qu'on fait avec l'eau, quand est-ce qu'on fait le tapotement. On voit que ça leur fait du bien et donc je me dis Mhm. toujours débuter par le reset, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire et j'aime bien terminer par ce qu'ils appellent le défouloir. Puis, dis-moi, Julie, quand tu parles du reset, là, juste pour Oui, donner une idée aux gens, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est long de faire non. ça? Mais quand j'ai expliqué, j'ai vraiment voulu que les enfants le font à leur manière. Donc, les premières fois, c'était presque le reset pendant 40 minutes, vraiment pour que chacun fasse. Moi, c'était par exemple grain épi pour le troisième exercice. Il y Oui. en a par exemple qui ont fait Pokéball fermé, Pokéball ouverte. Enfin, ils ont fait tous à leur sauce. Et donc, tout ça le mois de janvier pour que, ben, comment, il y ait des récurrents. J'ai expliqué les 3-4 premières séances, le reset que le reset. Et ici, depuis février, j'ai recommencé les ateliers et là, je le fais en 5 minutes pour pouvoir faire d'autres exercices par la suite. Et je me dis, comme il y en a déjà pas mal qui l'ont intégré, bah voilà, ceux qui ne connaissent pas trop et qui veulent commencer à faire les séances, en 5 minutes, je pense qu'ils peuvent comprendre. Faire 40 minutes de recette, ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas faire autre chose à côté vu que j'ai que cette durée-là pour le faire. Mhm. Mais Mais puis quand ça prend 5 minutes avec les enfants, oui, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça donne? Parce que, tu sais, nous, on le connaît, le reset, là, on sait c'est oui. quoi, mais les gens qui nous écoutent, là, ils savent pas qu'est-ce que ça donne, c'est quoi les bienfaits, pourquoi on va faire ça pendant 5 minutes? Pour quel genre de résultat? Attends, ça recoupe. Bah, moi, je leur explique que c'est pour se concentrer, donc par exemple avec l'eau, c'était se recentrer, se concentrer. Ils aiment beaucoup le print à la fin aussi Mhm. pour intégrer un petit peu ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur vie, je leur explique. Mais c'est quelque chose qui peut aider quand on est stressé, quand on est anxieux, même quand on est énervé, je dirais, parce que par exemple le X, ça aide aussi à se canaliser, à travailler de la latéralité. Et donc voilà, pour moi, c'est un bienfait. C'est vraiment comme si on appuyait sur reset et qu'on remettait tout en route, en fait. C'est ça, mais oui, qu'on met tout, ça le dit reset, comme sur un Voilà, bouton. Fait que ça permet aussi de désamorcer voilà. des mécanismes de défense, tu vois, qu'on voit chez l'enfant. Puis on a aussi une musique qui vient avec ça parce qu'on a engagé des musiciens professionnels. Quand on fait Rocky au Pépito, c'est une trousse pédagogique. C'est un programme éducatif complet. Il y a une marionnette. Après ça, il y a les cartes de mouvement. Tu sais, bon, là, je montre la version petite enfance. On a aussi la version scolaire. Il y a la musique. Tout pour sécuriser l'enfant. Puis oui, tu sais, comme le défouloir, ben, il y a aussi, lui aussi, sa musique pour embarquer dans un univers connecté avec le langage de l'enfant. Puis nous aussi, retourner à cet état-là d'être des enfants. Ça, on réussit très bien. Et ce que j'aimerais bien tester donc en mars, vu qu'après il va y avoir les congés, c'est tu sais des histoires que tu as fait où en fait finalement on intègre dans l'histoire plusieurs exercices. Ça j'aimerais bien tester à partir de mars parce que voilà, c'est pour voir aussi s'ils ont bien intégré les exercices, si on peut continuer dans cette lignée. Mais c'est tellement une boîte à outils juste hyper large parce que en fait les outils tu peux les utiliser de différentes façons. Tu vois. Le spaghetti, par Mhm. exemple, chez moi, je le fais restreint, vraiment tout petit. Là, on est dans une salle, donc je les fais promener, puis je dis attention, al dente. Et donc, ils se mettent al dente. Et donc, voilà, on sait le faire à sa sauce. Et c'est ça qui est chouette dans cette formation, c'est que tout est fait de façon jeu, de façon, pas spectacle, mais un peu théâtrale, tu vois. Donc, les enfants se prennent au jeu, en fait. Ben oui, Et donc, c'est ben ça oui. qui est très chouette. Puis, en fait, tu sais, si je reviens tantôt, on parlait, tu sais, cette formation-là, elle est vraiment sur le réflexe de paralysie par la peur, le réflexe de Moreau, parce on est sur les deux premiers réflexes. On est sur les réflexes qui déclenchent ce qui nous dérange, les réactions émotionnelles.
Et un coup on a stabilisé cette fondation-là, on l'a solidifiée, bien, tous les autres réflexes après peuvent émerger, peuvent s'intégrer. Mais si ces deux réflexes-là n'ont pas terminé leur intégration, ça a un impact sur toutes les autres. On a parlé un petit peu des caractéristiques moraux RPP. Si vous voulez le repérer, savoir, hey, mon enfant, y a-t-il un réflexe de moraux de RPP? Ah, les enfants avec lesquels je travaille, on a un test de sécurité intérieure qui est absolument magnifique. Alors, on va le mettre ici, on va mettre le lien. Alors, vous allez pouvoir le télécharger. OK? Vous allez pouvoir écrire, vous allez écrire votre nom, votre prénom, adresse courriel. Et vous allez aussi recevoir des informations supplémentaires suite à ça pour vous aider à voir les premiers signes d'insécurité chez l'enfant, les premières lumières vertes, tu sais, les premiers tout petits signes qui font en sorte que l'enfant est en train de nous dire hey, « oh, j'ai besoin de toi », mais des fois, on ne le voit pas tout de suite parce qu'on n'a pas nécessairement cette conscience-là. Fait que juste cet outil-là, c'est un outil bonbon pour repérer, pour ensuite de ça, être capable aussi d'avoir des interventions en prévention aussi, parce que c'est ce qu'on voudrait. Hein? On voudrait agir avant que l'enfant se désorganise dans la majorité des cas, dans un monde idéal, c'est ce qu'on voudrait. Mais comment on fait si on ne sait pas quoi repérer? Et ce test-là, il est absolument magnifique parce qu'il recense toutes les caractéristiques, bien, les plupart, du réflexe de paralysie par la peur qu'on voit chez les enfants plus timides, qui sont un peu plus dans leur bulle, le mode huître. Et l'autre, tous les comportements en lien avec le réflexe de Moreau, le mode un petit peu plus éponge, le mode un petit peu plus explosif, pour repérer. Et ensuite, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer la colère, la crise quand elle vient, pour calmer l'opposition, calmer l'agitation, aider un enfant, là, on dirait qu'il n'y a pas de barrière face à l'environnement. Il reçoit tout, il ressent tout, puis il se désorganise d'un coup. Comment on peut faire pour l'aider? Comment aussi on peut aider cet enfant-là? Il est pris dans son huître et qui veut s'ouvrir, mais c'est difficile. Parce qu'à l'intérieur de lui, il est aux aguets, il est un petit peu comme ça. Il vit tellement une grande anxiété qu'il ne sait pas comment faire. Fait qu'on va voir justement, avec ce mouvement-là, comment on peut aider cet enfant-là à s'ouvrir dans le monde. Et là, je vais juste faire une petite précision. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des activités pour aider les parents, les intervenants, pour les outiller à intervenir auprès des enfants. On n'est pas des psychologues. Fait que si on voit de l'anxiété sur le long terme qui entrave le sain développement d'un enfant, qui fait en sorte que cet enfant-là a des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, des problèmes au niveau social, bien, c'est évident que c'est recommandé de consulter un psychologue, un psychothérapeute. C'est évident. En dehors de ça, il y a des choses qu'on peut faire en prévention puis qu'on peut intervenir. Puis en travaillant sur les stades critiques du développement, les réflexes, on permet d'atténuer l'intensité émotionnelle puis de donner à l'enfant un répit à l'intérieur. Tellement. Tellement. Parce que c'est ce que ça fait. C'est vrai que, pour faire un clin d'œil aux gens, c'est qu'à la base, j'avais pris donc cette formation pour aider mon enfant et les enfants, avec lesquels je travaille et finalement, ben, quand j'ai appris donc le dernier, le réflexe de Moreau, je me suis vraiment rendu compte que ça me parlait à moi et je trouve que pour un adulte aussi, le fait de voilà, de comprendre ça aussi, c'est important aussi parce que même si on n'est pas parent, même si on travaille pas avec des enfants, bah, c'est un bonbon aussi, comme tu dis, c'est quelque chose vraiment un cadeau pour soi qu'on se fait et voilà, je voulais vraiment te remercier pour cette formation parce qu'elle est enrichissante à tout point de vue, autant pour les infos que de la façon dont c'est donné donc voilà. Moi, je la recommande à 100. J'ai fait la petite, mais j'ai vite fait la grande. Et là, je vais juste juste placer, juste montrer aux gens les conséquences que ces réflexes-là, ces deux réflexes-là peuvent avoir pour que les intervenants, les parents qui nous écoutent peuvent comprendre qu'on a peut-être justement une clé d'intervention qui passe vraiment sous silence parce qu'on ne la connaît pas.
on entend rarement parler des réflexes. Les ergothérapeutes travaillent avec les réflexes, ils peuvent les identifier, les repérer, les psychomotriciens aussi, les pédiatres les testent à la naissance. On n'a pas beaucoup de moyens pour les intégrer. C'est nouveau, c'est un domaine novateur. Depuis les années 70, en Russie, on a le docteur Svetlana Mastugova, on a le docteur Robert Melillo aux États-Unis depuis les années 80, on a Sally Blitt-Gouliart en Angleterre, on a docteur Harald Bloomberg, on a différents spécialistes en neurodéveloppement, des psychologues, des docteurs en éducation, qui se sont penchés sur cette question-là des réflexes et qui ont développé des techniques pour avoir des résultats. Et ils ont vu beaucoup de résultats, ça a été documenté. Nous, ce qu'on a fait, c'est des techniques tellement carrées. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a pris, on les a simplifiés avec le comité j'allais dire multisensoriel. Oui, il était aussi multisensoriel, ce comité. Ce comité-là multidisciplinaire. On a fait de ces techniques-là, on les a vulgarisées, on les a simplifiées, on les a mis dans le jeu. Fait qu'on est basé sur des assises scientifiques, on est basé sur des recherches, on est basé sur des études. On est encore dans un domaine en expansion, en innovation. Nous, notre force, c'est de vulgariser, d'outiller les intervenants, les parents, à mettre des choses qui étaient un peu complexes dès le départ, à mettre des choses très, très simples en place pour voir les résultats. Hein, les rendre, j'aime dire aux parents, pour que vous puissiez être les premiers éducateurs de votre enfant avec des outils que souvent sont réservés à des professionnels. Et là, on l'a tellement vulgarisé, tout est accessible avec Rocchio Pépito. Fait que je veux juste vous montrer les conséquences que ces deux réflexes-là peuvent avoir pour que vous puissiez comprendre la nécessité de s'intéresser à ces deux réflexes-là. Je vous montre ça, je vous partage tout de suite ça à mon écran. Ta, 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 ta. Et voilà. Lorsque les réflexes sont encore actifs, il y a des conséquences au niveau émotionnel, au niveau de la socialisation relationnelle et aussi au niveau des apprentissages. Dans les apprentissages, il va y avoir un manque d'attention, manque de concentration, de la distraction des enfants qui ont de la difficulté à rester assis sans bouger. La gigote, la bougeotte. Des enfants qui ont de la difficulté à se motiver parce que ça demande trop d'efforts se motiver. Parce qu'il y a déjà les réflexes qui sont là à surveiller si je suis en sécurité, si tout va bien, que déjà de mettre de l'effort, de se motiver à faire l'activité, c'est juste trop. Fait que les enfants, ils arrêtent le travail. Souvent, ils ne terminent pas la tâche parce que ça devient trop ardu. On va avoir aussi des difficultés de lecture, d'écriture. Au niveau émotionnel, ben oui, on va avoir de l'agitation, de l'opposition, parce qu'il y a une insécurité qui est profonde. Fait que l'enfant appelle à l'aide dans ces comportements-là. Ça peut aussi aller jusqu'à la crise de colère, la panique. On peut voir aussi de l'hypersensibilité, que ce soit au niveau émotionnel. Tout est trop gros, tout est vécu dans une proportion. C'est démesuré. Et même si on dit à l'enfant, ben non, là, tu sais, ton amie, elle ne veut pas te voir à soir, elle va jouer avec un autre ami, mais elle t'aime pareil. Non, c'est comme, j'existe plus pour elle, ça devient comme extrême. La situation devient extrême parce qu'il y a une hypersensibilité qui est là. Ça peut aller jusqu'à mutisme des enfants qui ont de la difficulté à sortir les mots de la bouche. Ils sont tellement paralysés par le stress intérieur, c'est tellement immobile à l'intérieur que la bouche a de la difficulté à s'articuler. La connexion entre la bouche et le cerveau, la cognition est plus ou moins là. C'est difficile à tout organiser ça, tout orchestrer ça. Les enfants qui vont figer, qui vont s'immobiliser devant un défi, on l'a beaucoup dans paralysés par la peur. Les enfants qui vont vivre l'anxiété, qui peuvent avoir des défis au niveau du sommeil. Là, je précise, des défis de temps en temps, ça va. Si c'est des défis à long terme, je vous recommande de consulter un psychologue. Nous, de la socialisation, de l'affirmation, on le dit, faible estime de soi, des enfants qui doutent, qui vont beaucoup douter d'eux-mêmes, qui vont se comparer, qui vont avoir de la difficulté à prendre des risques. Parce qu'apprendre, c'est prendre des risques, de se tromper, prendre des risques de ne pas réussir. Les enfants aussi qui ont un grand contrôle, ils veulent réussir tout de suite, des hyper performants. Les enfants qui vont se retirer, ils vont s'isoler, n'accepteront pas la critique.
Et là, je veux montrer ça, Julie. C'est tellement clair. Quand on avance dans la vie avec des réflexes non intégrés, c'est comme si on faisait du 4 roues une fois adulte. Imagine, tu es adulte, tu fonctionnes avec un vélo comme ça. Imagine l'énergie que ça va te prendre. L'image, elle est parlante. OK, si on est dans une activité que tu connais, fait qu'on est sur une route qui est pavée, ça va relativement bien. Tu vas mettre plus d'énergie, mais tu y arrives. Si on est sur une route avec des cailloux, des roches, à un moment donné, faire du vélo, ça va te demander beaucoup plus d'efforts, puis ça se peut que tu te désorganises, puis ça se peut que tu perdes patience. Si je t'amène sur une route que tu n'es jamais allé, dans une expérience complètement nouvelle, puis qu'il y a un petit niveau d'effort un petit peu plus, la pente est inclinée comme ça, on va dire à 30 degrés, puis tu as 4 roues. L'effort sur l'effort devient trop difficile. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux quitter la situation. Fait que ça se peut que tu fasses le clown dans la classe, puis on va te sortir. Ça se peut que tu te désorganises, ça se peut que tu t'opposes, ça se peut que tu veux le contrôler, faire ça à ta manière, ça se peut que tu pleures, ça se peut que tu cries, ça se peut que tu vives l'anxiété, ça se peut que tu te chicanes avec ton frère et ta sœur. Toutes sortes de comportements pour nous dire que l'activité que tu fais en ce moment représente trop d'efforts parce que derrière, ton système nerveux est dans une immaturité due à des réflexes qui ne sont pas encore intégrés et ça tire toute ton énergie. Fait que cette énergie-là, qui est au niveau des réflexes, au niveau de s'assurer que tu es en sécurité à l'intérieur de toi, que tu n'es pas dans un danger, que tout va bien, cette énergie-là n'est pas au service de l'apprentissage. Moi, je trouve que c'est tellement une image qui est parlante, qui explique. Parce que souvent, on va dire à l'enfant, fais des efforts, fais des efforts. Il en fait déjà des efforts. C'est pas parce qu'il veut pas en faire plus, c'est parce qu'il ne peut pas en faire plus. Et souvent, ces enfants-là, on leur dit qu'ils sont paresseux alors qu'ils font peut-être plus d'efforts qu'un autre qui a plus de facilité. Et c'est flagrant maintenant, enfin, dans les enfants maintenant, d'entendre ça, tu es vraiment paresseux alors que tu vois qu'ils font des efforts, mais qu'ils n'y arrivent pas finalement. Oui. Puis, tu sais, ce que tu dis, c'est juste. Et ces enfants-là, souvent, qui arrivent après l'école, sont épuisés. Oui. Épuisés. Ils n'ont plus de place pour les devoirs. C'est trop. C'est trop. Mhm. Toute la journée, là, ils se sont suradaptés, se sont surmotivés, ils ont mis des efforts, ils arrivent à la maison, là, il y a les devoirs, là. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de jus. Il n'y en a juste plus. C'est des enfants aussi qu'on va voir que des fois, ils vont être comme full énergie, puis d'un coup, Ouais, tout à plat. carrément à plat, parce qu'ils ont tout donné Mhm. ce qu'ils pouvaient à l'école. Parce qu'à l'école, il faut, hein? Il faut. Ouais. Là, on arrive à la maison avec papa puis maman. Bien, papa puis maman, je peux être complètement qui je suis. Puis là, c'est comme là, non, là, j'en ai plus d'énergie. Souvent, les enfants vont se désorganiser aussi à la maison parce qu'ils sont en sécurité avec papa puis avec maman. Puis à l'école, bien, avec le contexte, avec la classe, avec le groupe, bien, ils sont moins en sécurité, fait qu'ils tiennent. Ils arrivent à la maison, ils explosent. Ils explosent. Ouais. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment terminer cette conférence-là pour donner cet outil-là qui va tellement aider les parents, les intervenants à calmer l'anxiété, calmer l'opposition, calmer les débordements émotionnels, calmer la colère, les crises. Mhm. Alors, je vais vous montrer ça à l'écran. J'aime ça faire ça sur Zoom parce que, tu vois, parce que je peux montrer, je peux documenter, je trouve ça le fun, appuyer avec des images. Oui, Tu vois? c'est vrai que c'est chouette. Oui. Fait que là, bon, on va voir un exercice, bon, là, qui est issu du programme Rocky Pépito. OK? C'est un programme qui stimule ces deux réflexes-là, paralysie par la peur moraux, autant bien pour le mode huître, l'enfant qui est dans sa bulle, ou l'enfant qui est plus comme dans l'agitation, l'opposition, non, plus le mode éponge. Le coup de cœur qu'on va voir qui s'appelle Débarbouille, exceptionnellement autant efficace pour l'un et l'autre, qui va aider l'enfant qui est dans le mode 8 à aller chercher cette sécurité-là pour s'ouvrir au monde, puis aller découvrir avec le plus petit pas de sécurité possible, mais avancer.
Avancer tranquillement pour s'ouvrir. Et aussi, il va avoir un impact, cet exercice-là, pour les enfants en mode éponge, mode agitation, opposition, pour calmer l'enfant qui est un petit peu trop réactif, à apaiser ses réactions, puis à trouver un équilibre émotionnel plus confortable. Alors, on va voir ça. Est-ce qu'on est prêt pour tester le mouvement? Ouais! Désamorcer les crises, on a dit, calmer l'agitation, interrompre l'escalade émotionnelle, adoucir l'hypersensibilité, sortir de l'évitement. Alors, on va faire ça ensemble. J'arrête le partage d'écran. Alors, ce qu'on va faire, on va frotter les mains. Je t'invite à le faire avec moi, Julie. Peut-être que tu as besoin de descendre tes écouteurs. Tu les remettras après, peut-être. Ah, tu veux les garder? Je risque de ne pas t'entendre alors. Ah, ben oui, ben oui. Ça va être compliqué. OK, alors fais une version adaptée. Alors, on frotte les mains, on met de l'énergie, on réchauffe les mains à l'intérieur, l'extérieur des mains, réchauffe toutes tes mains. Et là, on va mettre les doigts ici sur le front. Et ce qu'on va faire, on va presser, puis on va descendre jusqu'au menton. On va se débarbouiller. On enlève le stress, on enlève les fourmis, on enlève tout ce qui nous dérange ou ce vieux maquillage-là qu'on n'a plus besoin. On prend une grande inspiration. On expire en soufflant, on presse et on débarbouille. On fait une autre fois. On souffle, on débarbouille, on enlève tout ça. Une troisième fois. On presse et on descend. Ici, en dessous des yeux, même chose, c'est que l'on va presser jusqu'aux oreilles. Comme si on voudrait là, étirer notre masque. On se fait un lifting en fait. Un lifting, on se fait un lifting. Troisième fois. En dessous du nez, au-dessus de la bouche, on presse, on s'en va jusqu'aux oreilles. Une autre fois. On peut toujours le faire avec la respiration. On inspire. Quand on presse, on souffle en même temps. Et là, on s'en va ici au menton. Une grande respiration. Puis là, on va presser, on fait le tour des oreilles, on débarbouille le cou. Il y en a dans le cou, il y en a partout. Là, on peut faire, si on a envie de sortir, là, tu sais, un petit monstre, là, ou tu sais, une petite énergie à l'intérieur là, qui a envie de faire. Là, on va le faire ensemble. On met ici le bout des doigts ici sur le front, on inspire. Puis à l'expire, on va descendre jusqu'au menton, puis on va faire un son. Pas trop fort. Moi, je ne le ferai pas trop fort parce qu'il y a un micro. Okay? Moi aussi! Mais ceux qui nous écoutent, allez-y. Lâchez-vous. Soyez des enfants. Faites votre défouloir. Ouais, sortez la colère, sortez le trop-plein, sortez la pression, le stress. Allez, on y va. On inspire. Et on y va. Et on s'écoute. Voilà. Mon mari se demande si je vais hurler. Si tu vois quoi? Mais il me voit faire « Ah !» Il me regarde, genre, elle va crier. Alors, c'est vraiment un mouvement qui est très simple, qui s'appelle débarbouille, qu'on peut faire autant avec les enfants de la petite enfance, du scolaire, qu'on peut faire autant en individuel, en groupe. Oui. Super extraordinaire avant toutes les situations qui peuvent stresser un enfant. Mm-hmm. Super bon aussi pour les enfants qui mangent trop vite, qui mastiquent pas assez. Mais oui, parce que ça détend ici le nerf trijumeau qui est contracté en état de stress ou, dans le cas d'un réflexe paralysé par la peur, qui aurait besoin d'être restimulé. Un enfant qui est un petit peu plus amorphe, en restimulant ce nerf-là, ben, on active, on réveille un petit peu le système nerveux. Donc, on peut le faire, par exemple, quand le repas est préparé, est en train d'être préparé, on peut, par exemple, faire ça pour... Oui, on se détend. Mm-hmm. On se détend. Puis, tu sais, on dit des barbouilles, mais tu vois, derrière le jeu de cartes, c'est ça qui est cool. Derrière le jeu de cartes, quand on a ces promenades dorsales, on a toutes sortes d'idées ludiques derrière avec des images pour adapter. Là, je montre la version petite enfance, puisque la version scolaire, je l'ai échappée à terre. Mais on a aussi la version scolaire, tu vois, qui est
Puis aussi derrière, on voit les adaptations avec des adaptations ludiques, avec aussi des idées visuelles, des images pour montrer comment on peut le faire en classe. Fait qu'avant toute situation où un enfant vit un stress, avant le dîner, on a parlé, mais aussi avant, par exemple, la routine du matin. La routine du matin. Ou avant d'aller à l'école, hein, On ça se peut nettoie être... le visage finalement avant d'aller ouais, de ben oui, sortir de ses simplement. choix. Ça peut être aussi avant le dodo, avant de D'accord. se coucher. Parce que je ne sais pas comment tu te sens, Julie, mais moi, après avoir fait ce mouvement-là, là, Je suis zen, ça va. on est zen, là. Fait qu'un enfant, justement, qui vit de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, un petit coup de débarbouille, ça prend 2-3 minutes, c'est pas long. On le Mhm. fait toujours avec l'enfant, hein? On accompagne toujours l'enfant. On le fait avec l'enfant parce que si l'enfant vit du stress, probablement que nous aussi, on en vit parce qu'on est en interaction avec Mhm. cet enfant-là. Puis on veut lui montrer aussi que nous, on a besoin de s'apaiser, puis on sait aussi comment le faire. On veut Mhm. lui montrer qu'on a un modèle. Ce que Hein? je fais aussi avec des barbouilles, parce que ma petite de 5 ans adore des barbouilles, mais elle aime bien que j'associe le déroulement des oreilles. Elle Avec. adore. Elle On peut le fait faire encore aussi. mes oreilles, s'il te plaît. Ouais. Alors, c'est pas mal. Est-ce que j'avais d'autres choses à partager? Je veux juste voir. Le test de sécurité intérieure. Oui, ça, on l'a Hein? mis en dessous du live. Dès que je l'aurai mis sur YouTube, je mettrai aussi les liens qu'on vous a rajoutés dans les commentaires sur le mur. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et donc, comme j'expliquais, c'est un live Facebook qui sera par la suite mis sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster et on se fera un grand plaisir. Moi, je ferai un grand plaisir de les transférer à Cindy. Et si on voit qu'il y en a quand même pas mal, ben, on se fera peut-être 15-20 minutes de questions-réponses à un autre moment. Voilà, pour prendre le temps de vous répondre à vos questions. Et vous aurez aussi les coordonnées, le site pour poser vos questions et vous lancer peut-être dans la formation de base ou la formation Rocchio Pepito. Donc voilà. Ouais. Alors, je voulais vraiment remercier déjà Cindy d'avoir pris le temps pour cette conférence. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi fournie. Je voulais déjà voilà, faire connaître cette formation et cette façon de donner cette formation. Parce que comme j'expliquais à Cindy, je m'étais renseignée sur les réflexes archaïques. J'avais la possibilité de faire une formation en Belgique en direct, mais j'avais pas ce pétiment. Donc je ne dis pas que la formation n'était pas bien, mais j'avais pas ce pétiment que j'ai eu avec Rocchio Pepito, qui associe vraiment les infos, le jeu, et voilà. C'est un réel cadeau de faire cette formation. En tout cas, moi, je vous la recommande à 200%. Et alors, le beau cadeau que je vous disais au début de rester jusqu'à la fin, mais vous l'entendrez dans le replay, c'est que Cindy et Grégoire nous font le grand plaisir de faire un rabais de 120 € sur la formation Rocchio Pepito. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier de proposer ça. Je vais mettre, en fait, c'est Voilà, pour ta communauté, tiens. voilà. Alors, s'ils veulent d'utiliser le code promo en lettres majuscules, go, ouais. Go-Rocchio. Donc voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à cette formation, de les contacter. Comme je vous ai dit, moi j'ai débuté la formation de base et j'ai tellement eu un coup de cœur que j'ai continué en faisant la formation Rocchio Pepito. Donc voilà, il y a différentes façons de faire, mais moi je ne peux que vous recommander voilà, de faire cette formation parce que comme disait Cindy tout à l'heure, les infos sur les réflexes archaïques sont très très peu connues. En tout cas, moi je suis en Belgique et j'ai trouvé quelqu'un dans ma région qui font les bilans réflexes archaïques, mais si j'avais pas cherché, je ne connaissais pas. Donc voilà, Mm. avant de savoir faire des recherches, il faut déjà avoir les infos. Mm. Et donc voilà, c'est vraiment un cadeau Puis, de connaître les réflexes archaïques et de savoir de quoi ça parle finalement. puis, ce qui est le fun, Julie, c'est que maintenant, c'est à la portée de tous. Oui, Avec Rocchio Pépito, c'est facile, c'est à la portée de tous. On n'a pas besoin de connaître c'est quoi, d'avoir étudié dans le domaine de la voilà, c'est ça. santé. C'est vraiment à la portée, c'est accessible, c'est facile à faire. Les enfants connectent, on parle leur langage. Oui, Il y a des moyens ludiques, des histoires, des jeux. Tu sais, l'environnement est, pour un enfant, est séduisant. Je peux dire oui. ça comme ça.
C'est Et vraiment on retrouve exigeant. notre enfant intérieur finalement, parce que quand on regarde les vidéos de Cindy, on se prend au jeu à faire un peu les foufous, comme on dit, à reprendre ce côté un peu enfant qu'on a mis de côté, hein, finalement, en étant des parents ou des adultes Mmh. plus sérieux, si on peut dire. Mais c'est vrai que voilà, je peux que vous recommander parce qu'on est vraiment pris au jeu. Comme tu dis, c'est des vidéos, mais où on commande à chaque fois. Et donc, moi, à chaque fois que je commentais, j'avais des réponses. Enfin, voilà, c'est vraiment interactif. On peut dire, par exemple, des formations en ligne, on a les vidéos, point barre, comment ça fonctionne. Mais on a vraiment ce côté qualité où Cindy prend toujours la peine de répondre à notre questionnement. Ou quand on explique comment on a utilisé, ben voilà, elle nous donne d'autres astuces. Comme tu as dit tout à l'heure, la communauté commence à répondre à tes questions. Donc, tu as les réponses de Ouais, Cindy, mais tu as la réponse de la communauté aussi. ouais. Donc voilà, c'est un véritable cadeau à se faire. Et comme je vous dis, ben, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à aller sur le site. Pour ceux qui sont un peu dans le réflexe de paralysie par la peur, dirigez-vous d'abord peut-être sur la formation de base de 4 heures. Mais si vous faites comme moi, je vous certifie que si vous faites la 4 heures, vous ferez la 20 heures. Alors, merci Julie de m'avoir invitée. Puis moi, tu vois, pour cette petite conférence-là qu'on a offert à ta communauté, pour moi, c'était vraiment important qu'ils comprennent que quand un enfant réagit par de l'opposition, de l'anxiété, des crises, c'est qu'il ne fait pas exprès. Il y a des réflexes. Il y a vraiment des réflexes qui sont derrière. Puis quand on adresse ces réflexes-là, ben, souvent, on voit ces réactions émotionnelles-là qui diminuent. Alors, Mhm. quand vous voyez un enfant je suis sûre, je suis certaine, quand vous allez voir un enfant qui va réagir avec plus d'intensité, et whoop, il y a peut-être des liens qui vont se faire, dire, ah, attends une minute, mon test de sécurité, je vais le sortir, je vais le sortir. Ouais, pour les aider, parce qu'on est là pour répondre à ces besoins-là derrière le comportement. Mhm. Et ça, on a beaucoup de pouvoir en tant qu'intervenant, en tant que parent. On peut dire, hey, c'est-tu du réflexe de Moreau par la peur? OK, c'est intéressant, mais en même temps, on rentre Mhm. dans une vision d'étiquetage aussi là-dedans, tu sais. Oui. C'est bon juste pour repérer. Mais ce qui est le plus important, c'est d'agir. Et on a les moyens pour agir. Puis on n'est pas des neuropsychologues. Ça, Oui. c'est pas notre domaine d'expertise, non. Mais notre domaine d'expertise à nous, c'est de réagir et d'intervenir avec encore plus d'empathie, puis de répondre à ces besoins-là derrière Mhm. le comportement, tu sais. Oui, c'est clair. Voilà, ça m'a fait un immense plaisir d'être là, en souhaitant que la Merci. communauté a apprécié. Merci de m'avoir invité, Julie. En tout cas, ça me fait sourire parce que tu parles de communauté et comme j'expliquais à chaque fois, bon, désolée encore pour ma vidéo qui saute, je ne sais pas si dans le replay on le verra, mais je fais vraiment ça de manière bénévole. C'est un cadeau que je fais aux personnes, j'ai pas vraiment de communauté en soi, c'est vraiment un cadeau que je fais de faire connaître des choses très peu connues ou très mal connues pour que les gens apprennent en fait. J'ai déjà eu plusieurs interventions et c'est vraiment ça, c'est le cadeau que je veux faire, c'est faire connaître des choses qu'on prend peut-être pas la peine de connaître ou qu'on n'a jamais entendu parler. Et donc voilà, ça fait drôle quand tu dis communauté parce que j'ai pas vraiment l'impression que des gens me suivent spécialement, mais je crois que ceux qui tomberont sur cette vidéo, ce sera des gens qui auront besoin d'écouter ce qui a été dit. Donc voilà, c'est le monde en général et pas que ma communauté. C'est magnifique. Merci de m'avoir invité. Puis, Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté surtout et d'avoir pris la peine voilà, de faire tous les slides, d'avoir donné des explications. Si vous avez aimé cette intervention, vous allez adorer la formation. J'ai que ça à dire. alors, merci beaucoup, Julie. Voilà, une merveilleuse soirée. Chez toi, il est 14 heures, donc une merveilleuse Oui, journée finalement. il est 15 heures. Voilà, chez nous, il est 21 heures. Donc, voilà. Ouais. Ben voilà, un énorme merci et au plaisir ben, de se reparler, peut-être pour la prochaine formation, euh, Peut-être, oui, qui qui sera, s'en je vient au mois pense, d'octobre. fin de cette année, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Ouais. Voilà, je Merci, vous à embrasse, bientôt. à bientôt. Bye bye.